Il y a des vies qui basculent en une seule phrase. Cette histoire commence par l'une d'elles. Claire a 42 ans quand son mari lui dit qu'il est enfin libre d'elle. Libre grâce à 3 millions d'euros d'héritage. Libre de la jeter dehors comme on jette ce qui ne sert plus. Ce qui suit est le récit d'une chute, d'une lutte et d'une reconstruction. Une histoire de résilience, de dignité retrouvée, et de cette force qu'on découvre en soi quand on n'a plus le choix. Une histoire de vie. Une histoire de femme debout. Cette œuvre est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait pure coïncidence. Les tomates ont roulé sur le parquet, et Claire s'en souviendrait toujours de ce détail stupide. 3 tomates bien mûres qui rebondissaient mollement, en laissant des traces humides sur le bois ciré qu'elle avait poli le matin même. Elle venait de rentrer du marché avec les bras chargés de courses pour ce dîner d'anniversaire qu'elle préparait depuis une semaine. 48 ans. Mathieu allait avoir 48 ans dans 3 jours, et elle avait prévu son plat préféré, ce gigot d'agneau aux herbes qu'il aimait tant depuis leur premier repas ensemble, il y avait 18 ans de cela. Mais Mathieu se tenait debout dans le salon en costume 3 pièces, qu'elle ne lui connaissait pas, gris anthracite coupé sur mesure avec une chemise blanche impeccable, et il tenait un chèque à la main comme s'il brandissait un trophée. Un rectangle de papier blanc qu'il fixait avec un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu, dur et triomphant à la fois. Derrière lui se tenait Geneviève, sa belle-mère, droite comme un piquet avec les bras croisés sur sa poitrine étroite, et ce sourire au coin des lèvres que Claire connaissait trop bien, ce sourire qui disait « Je savais que ce jour viendrait » et « Tu n'as jamais été assez bien pour mon fils ». Geneviève portait son tailleur beige, celui des grandes occasions, et ses cheveux gris étaient tirés en arrière avec cette sévérité qu'elle affectionnait tant. Claire a posé les sacs sur la console de l'entrée sans comprendre pourquoi son cœur s'était mis à battre si fort. Pourquoi ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle retirait son manteau. L'air du salon sentait le parfum capiteux de Geneviève et quelque chose d'autre, une tension électrique qui faisait vibrer l'atmosphère comme avant un orage. 3 millions d'euros, a dit Mathieu en agitant le chèque, et sa voix était étrangement plate, presque mécanique. L'héritage de mon père. Enfin! Claire a senti quelque chose se glacer dans sa poitrine, mais elle a souri quand même, ce sourire automatique qu'elle avait appris à porter pendant toutes ces années de dîner avec Geneviève et ses remarques acides sur la cuisine trop salée ou la maison pas assez bien tenue. « C'est merveilleux, chérie », a-t-elle dit en s'avançant vers lui pour l'embrasser, mais Mathieu a reculé d'un pas. « Enfin, libre de toi, vieille », a-t-il lâché sans la regarder en fixant le chèque comme si elle n'existait plus. « Sors de ma maison. » Le silence qui a suivi était si épais que Claire a entendu le tic-tac de l'horloge dans le couloir, ce bruit régulier qui scandait leur vie depuis qu'ils avaient emménagé ici il y avait 15 ans. Elle a regardé Mathieu, cet homme qu'elle avait rencontré à 24 ans quand il n'était qu'un étudiant fauché avec des rêves plein la tête, cet homme pour qui elle avait abandonné son poste au cabinet comptable Dubois et Associés parce qu'il avait besoin d'elle pour lancer sa première entreprise. Cet homme qui pleurait dans ses bras la nuit après l'enterrement de son premier projet et qui lui jurait qu'un jour il lui rendrait tout. Geneviève a hoché la tête derrière lui avec satisfaction, et Claire a vu dans ses yeux cette lueur de victoire qu'elle attendait depuis des années, depuis le jour où Mathieu avait ramené cette fille sans nom de famille à la maison familiale et annoncé qu'il voulait l'épouser malgré les protestations. Claire a senti ses jambes devenir coton, mais elle est restée debout. Elle a regardé les tomates qui continuaient à rouler doucement vers le pied de la console, et elle s'est souvenue de la jeune femme qu'elle était avant, diplômée de l'ESCP, avec mention très bien, 3 offres d'emploi sur la table et un avenir brillant devant elle. Elle s'est souvenue de toutes ces années où elle avait dit oui, oui à Geneviève qui voulait qu'elle arrête de travailler pour s'occuper de la maison, oui à Mathieu qui avait besoin de ses économies pour investir dans son entreprise, oui à cette vie qui n'était pas vraiment la sienne mais qui devait être la bonne, puisqu'on lui répétait que c'était ce que font les bonnes épouses. Elle a pris son sac à main sur le guéridon de l'entrée, ce sac en cuir noir qu'elle avait depuis 10 ans, parce que Mathieu trouvait que c'était du gaspillage d'en acheter un nouveau. Elle a tourné les talons, et elle est sortie sans un mot, sans un cri, sans une larme, avec juste cette dignité glaciale qui était tout ce qui lui restait. La porte s'est refermée derrière elle, avec un petit clic sec, et Claire est restée immobile sur le palier, le front appuyé contre le mur froid de la cage d'escalier. Ses jambes ont lâché, elle a glissé jusqu'au sol en serrant son sac contre sa poitrine, et c'est là, recroquevillée sur le carrelage humide qui sentait l'eau de javel,
qu'elle a réalisé qu'elle n'avait plus rien, plus de maison, plus de mari, plus de vie, juste 42 ans et un sac à main qui contenait un portefeuille avec 340 € et un téléphone qui allait bientôt se décharger. Mais elle ne remontait pas. Elle ne frapperait pas à cette porte pour supplier. Elle restait là dans ce couloir glacé en écoutant le silence assourdissant de sa vie qui venait de s'effondrer, et quelque chose de dur et de froid s'installait dans sa poitrine à la place de son cœur brisé, quelque chose qui ressemblait à de la rage, ou peut-être à de la détermination. Elle ne savait pas encore. La Clio sentait le renfermé et le plastique chaud. Claire était recroquevillée sur le siège passager, genoux contre la poitrine, et elle fixait le plafond de tissu gris qui pendait légèrement au-dessus de sa tête. 3 heures du matin. Le parking du Lidl était désert, juste quelques lampadaires qui crachaient une lumière jaunâtre sur l'asphalte mouillé. Un camion de livraison est passé sur la route, ses phares ont balayé l'habitacle et Claire a fermé les yeux en serrant son sac contre elle. Elle avait roulé pendant 2 heures sans savoir où aller, les mains crispées sur le volant, le regard fixe, et quand l'essence était tombée presque à zéro, elle s'était garée là, derrière le supermarché, parce qu'au moins il y avait de la lumière et qu'elle avait trop peur du noir complet. Elle a ouvert son portefeuille pour la 10e fois, a compté les billets avec des doigts tremblants. 340 €. C'était tout ce qui lui restait de 18 ans de mariage, de toutes ces années où elle avait dit oui à tout, renoncé à tout, donné tout. Elle a sorti son téléphone et l'écran s'est allumé sur la photo de fond, cette photo prise il y a 15 ans à la mer, elle et Mathieu sur la plage de Deauville, souriants, bronzés, heureux, ou du moins elle le croyait à l'époque. Elle a ouvert Facebook d'un geste mécanique, et elle a tapé le nom dans la barre de recherche, Lucie Fontaine, sa meilleure amie d'avant, celle qu'elle avait laissée s'éloigner parce que Geneviève la trouvait vulgaire, et que Mathieu disait qu'elle avait une mauvaise influence. Le profil est apparu, photo de vacances en famille, 2 enfants qui riaient, un mari qui avait l'air gentil, une maison avec un jardin à Lyon. Lucie avait construit une vie pendant que Claire se perdait dans la sienne. Elle a commencé à taper un message, les doigts hésitants sur l'écran tactile. « Salut Lucie, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Je sais que je n'ai pas été une bonne amie, mais... » Elle a tout effacé. Trop de honte. Trop d'années perdues. Comment expliquer qu'elle dormait dans sa voiture derrière un Lidl parce que son mari l'avait jetée comme une vieille chaussette? Les larmes sont venues d'un coup, violentes, incontrôlables, et Claire a pleuré jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal, jusqu'à ce qu'elle se mette à vomir dans un sac plastique qu'elle a trouvé sous le siège. Elle a vomi la peur, la honte, la solitude absolue, cette certitude qu'elle n'avait plus personne au monde, que ses parents étaient morts depuis 5 ans, qu'elle n'avait pas d'enfant parce que Mathieu n'en voulait pas, et qu'elle avait avalé la pilule pendant 18 ans en se disant que peut-être un jour il changerait d'avis. Au petit matin, quand le ciel a commencé à pâlir et que les premières voitures sont arrivées sur le parking, Claire est sortie de la Clio avec des jambes qui tremblaient. Elle avait froid, elle puait la sueur et le vomi, ses cheveux étaient collés sur son front et elle se sentait sale, tellement sale. Une femme en blouse bleue s'est approchée, la cinquantaine, visage rond et regard inquiet. « Madame, ça va? Vous avez dormi, là ?» Claire a voulu mentir, dire que oui, tout allait bien, qu'elle attendait juste quelqu'un, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge, et elle s'est mise à pleurer encore. La femme l'a prise par le bras avec douceur. « Venez, je vous offre un café. » Elles se sont assises sur un banc devant le supermarché, 2 gobelets fumants entre les mains, et la femme qui s'appelait Rachida a posé un croissant de la veille devant Claire. « Mangez. Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Claire a mordu dans le croissant rassis, et c'était le meilleur croissant de sa vie. Elle avait tellement faim qu'elle en tremblait. Rachida ne posait pas de questions, elle attendait juste. Et finalement, Claire a tout raconté dans le désordre. Mathieu, les 3 millions, Geneviève, la porte qui claque, les 18 ans perdus, le diplôme de l'ESCP rangé dans un tiroir, sa carrière sacrifiée pour un homme qui l'avait appelée vieille. Rachida écoutait en hochant la tête, et quand Claire a fini de parler, vidée, elle a sorti un papier de sa poche. « Mon cousin loue des studios, pas cher. Pas joli non plus, mais c'est un toit. Dites-lui que vous venez de ma part. » Claire a pris le papier avec des mains qui tremblaient, et elle a regardé Rachida, cet inconnu qui lui tendait la main quand le monde entier l'avait lâché. « Pourquoi vous faites ça ?» Rachida a souri tristement. « Parce que j'ai été vous, il y a 20 ans. »
Et personne ne m'a tendu la main. Elle s'est levée en finissant son café. « Allez-y aujourd'hui. Dites à Karim que c'est urgent. » Claire est restée seule sur le banc avec l'adresse griffonnée sur un bout de papier, le soleil qui se levait sur le parking vide, et pour la première fois depuis que la porte s'était refermée derrière elle, elle a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de minuscule et fragile qui ressemblait à de l'espoir. Le studio sentait le moisi et la peinture écaillée. 18 mètres carrés avec un plafond qui laissait apparaître des taches brunâtres d'humidité, une fenêtre qui donnait sur un mur de briques, un évier minuscule dans un coin et les toilettes sur le palier qu'elle devait partager avec 3 autres locataires. 420 € par mois. Karim, le cousin de Rachida, avait à peine regardé Claire avant de lui tendre les clés. Premier mois d'avance plus caution. Pas de bruit après 22 heures. Claire avait vidé son compte en banque et il lui restait exactement 63 € pour tenir jusqu'à la fin du mois. Elle s'est assise par terre, dans ce qui était maintenant chez elle, dos contre le mur froid, et elle a regardé le plafond fissuré en se demandant comment elle était arrivée là. Comment la femme qui avait un diplôme de l'ESCP et un avenir brillant devant elle s'était retrouvée dans ce trou à rats qui puait l'abandon. Le lendemain matin, elle est allée frapper à toutes les portes du quartier. Boulangerie, café, supérette, partout où elle voyait une pancarte qui cherchait quelqu'un. Partout, on lui disait non, trop vieille, pas d'expérience dans la vente, surqualifiée pour le poste, sous-qualifiée pour la vie réelle. Au 5e refus, elle a senti quelque chose se briser en elle, mais elle a continué à marcher, à frapper aux portes, parce que les 63 € ne dureraient pas longtemps. C'est Auchan qui l'a prise, pas par gentillesse mais par nécessité. Il cherchait quelqu'un pour les horaires de nuit que personne ne voulait. 1 200 € net, contrat de 3 mois renouvelable, prise de poste immédiate. Claire a signé sans négocier, et 2 jours plus tard, elle se tenait derrière une caisse enregistreuse, avec une blouse rouge trop grande et des pieds qui la tuaient déjà après 2 heures debout. Nadia travaillait à la caisse d'à côté, 28 ans, mère célibataire de jumeaux, visage fatigué mais sourire généreux. Elle a regardé Claire scanner les articles avec des gestes maladroits, et elle a ri sans méchanceté. « T'as jamais bossé de ta vie, hein ?» Claire a baissé les yeux sur ses mains qui tremblaient. « Ça se voit tant que ça ?» Nadia a haussé les épaules. « Ouais, mais t'apprends vite, je te le dis. » Les premières semaines ont été un cauchemar de douleurs physiques et d'humiliations quotidiennes. Les pieds en sang dans des chaussures de sécurité qui lui sciaient les chevilles, le dos explosé à force de rester debout 8 heures d'affilée, les clients qui gueulaient, parce qu'elle allait trop lentement, le chef de rayon qui la regardait comme si elle était une attardée mentale. Claire rentrait dans son studio à l'aube, avec juste assez de force pour se laisser tomber sur le matelas posé à même le sol, et elle dormait d'un sommeil noir et sans rêve, jusqu'à ce que le réveil sonne pour le prochain shift. Elle a découvert ce que c'était que la précarité vraie, pas celle dont on parle dans les journaux, mais celle qu'on vit dans ses os. Compter chaque euro, manger des pâtes froides directement dans la casserole parce qu'elle n'avait pas de vaisselle, porter les mêmes vêtements 3 jours de suite, calculer si elle pouvait se permettre un shampoing ou si elle devait attendre la semaine suivante. Nadia lui a appris les bons plans, les restos du cœur le jeudi, les fins de série au Lidl le dimanche soir, comment récupérer les invendus à la boulangerie avant qu'ils ne les jettent. Un soir de novembre, après un shift particulièrement brutal où un client l'avait traité de conne devant tout le monde, Claire est rentrée chez elle sous la pluie glacée et elle s'est regardée dans le petit miroir fêlé au-dessus de l'évier. Une femme maigre avec des cheveux gras, des cernes violettes, des mains rougies par le froid et le travail. Elle ne se reconnaissait plus. Elle a ouvert la fenêtre qui donnait sur le 4e étage et elle a regardé en bas, le trottoir mouillé qui brillait sous les lampadaires, et pendant quelques secondes, elle a pensé que ce serait tellement plus simple de ne plus être là, de ne plus avoir mal partout, de ne plus porter ce poids insupportable d'une vie qui s'était effondrée. Elle est restée là, les mains sur le rebord humide, le vent froid qui lui giflait le visage, et puis elle a entendu la porte d'à côté qui claquait, Nadia qui rentrait chez elle en grondant ses jumeaux avec cette tendresse bourrue qu'elle reconnaissait maintenant. « Mais vous allez vous calmer, oui? Allez, dans le bain, tous les deux. » Les enfants riaient, Nadia aussi malgré la fatigue dans sa voix, et Claire a fermé la fenêtre doucement. Pas ce soir. Elle ne savait pas pourquoi exactement, peut-être juste parce qu'elle avait entendu cette vie normale à côté, cette vie qui continuait malgré tout, ou peut-être parce qu'elle n'avait pas encore tout essayé, pas encore épuisé toutes les possibilités. Elle s'est assise par terre,
dos contre le radiateur tiède, et elle a pleuré en silence jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. 5 mois s'étaient écoulés depuis la porte qui avait claqué rue de Rennes. Claire rentrait de son shift de nuit, les pieds en compote et le corps vidé, quand elle a vu la silhouette appuyée contre le mur du couloir devant sa porte. Un homme en costume froissé, barbe de plusieurs jours, cheveux en désordre. Elle a mis quelques secondes à le reconnaître. Mathieu. Il s'est retourné en entendant ses pas, et Claire a vu ses yeux rougis, ses traits creusés, cette allure de naufragé qu'elle ne lui connaissait pas. Il a fait un pas vers elle, et sa voix était cassée quand il a parlé. « Claire, il faut qu'on parle. » Elle est restée immobile avec son sac de course à la main, une baguette premier prix et un pack de pâtes, et elle a senti son cœur cogner dans sa poitrine, mais sa voix était calme quand elle a répondu. « Non, on n'a rien à se dire. » Elle a cherché ses clés dans sa poche, mais Mathieu s'est approché encore, les mains tendues dans un geste de supplication. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » Il tremblait. Elle voyait ses mains qui tremblaient et quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la panique pure. Claire a ouvert la porte et elle est entrée dans son studio en laissant la porte ouverte derrière elle. Pas une invitation, mais pas un refus non plus. Mathieu est entré et il a regardé autour de lui, les murs décrépits, le matelas par terre, l'évier rouillé, et Claire a vu quelque chose passer sur son visage, peut-être de la honte ou peut-être juste du dégoût. Il s'est laissé tomber sur le seul tabouret qu'elle possédait et il a enfoui son visage dans ses mains. « Je suis désolée, Claire. Tellement désolée. » Sa voix était étouffée, et quand il a relevé la tête, elle a vu les larmes qui coulèrent sur ses joues. « Émilie m'a quittée. Elle a pris 800 000 € et elle est partie avec un type qu'elle voyait depuis le début. Maman a fait un AVC, elle est à moitié paralysée et elle me déteste. Elle dit que c'est ma faute, que j'ai détruit la famille. L'entreprise coule, les clients partent, je vais tout perdre. » Il s'est levé brusquement et il s'est mis à genoux devant elle, les mains agrippées au bas de son pantalon de travail. « Reviens, s'il te plaît, reviens. Je vais tout arranger, je vais racheter une maison, te donner tout ce que tu veux, on va recommencer. » Il pleurait comme un enfant, et Claire le regardait sans bouger, ce petit garçon perdu qui avait été son mari pendant 18 ans. Une partie d'elle voulait céder, elle le sentait dans ses os fatigués et ses pieds meurtris, cette tentation de dire oui et de retrouver la sécurité, un appartement chauffé, un lit confortable, ne plus avoir à compter chaque centime. Ce serait si facile de tendre la main et d'accepter, de refermer cette parenthèse horrible et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais elle s'est souvenue du mot qu'il avait prononcé, « vieille ». Elle s'est souvenue de Geneviève qui hochait la tête avec satisfaction, de toutes ces années où elle s'était effacée pour lui, réduite, diminuée. Elle s'est souvenue de la femme dans le miroir du studio, maigre et épuisée mais debout, celle qui avait survécu à 5 mois d'enfer sans supplier personne. « Non, Mathieu !» Sa voix était douce mais ferme, et elle a posé une main sur son épaule, pas un geste de tendresse mais presque de pitié. « Je ne reviendrai pas. » Il a relevé la tête brusquement, les yeux écarquillés. « Tu vas finir seule et misérable dans ce trou. Tu n'as rien, tu n'es rien sans moi. » La rage avait remplacé les larmes, et Claire a reconnu cet homme-là, celui qui se cachait derrière les sourires. « Peut-être, » a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte qu'elle a ouverte en grand. « Mais au moins, je me respecterai. » Mathieu s'est levé en vacillant, il est passé devant elle et dans le couloir, il s'est retourné une dernière fois. « Tu vas le regretter. » Claire a fermé la porte sans répondre, et elle est restée là, dos contre le bois, les jambes qui tremblaient et le cœur qui battait à se rompre. Elle a entendu Mathieu tambouriner contre la porte, crier son nom, supplier encore, et puis finalement ses pas qui s'éloignaient dans l'escalier. Claire s'est laissée glisser jusqu'au sol, et elle a pleuré. Pas des larmes de regret, mais des larmes de soulagement mêlées de terreur, parce qu'elle venait de refuser la seule bouée de sauvetage qu'on lui tendrait peut-être jamais, et qu'elle ne savait pas si elle aurait la force de continuer seule. Mais elle ne rouvrait pas cette porte. Elle ne rouvrirait jamais. Jérôme est entré dans sa vie un mardi soir de décembre, client régulier qui passait toujours à sa caisse avec un sourire et quelques mots gentils. La trentaine, beau gosse, costume bien coupé, regard qui s'attardait juste ce qu'il fallait pour faire battre le cœur un peu plus vite. Il avait commencé par des banalités sur la météo, puis des compliments sur ses yeux, sa voix, et Claire, qui n'avait pas été regardée comme une femme depuis des mois, s'était sentie exister à nouveau. Un café un de ces jours ? Avait-il proposé en rangeant ses courses dans son sac.
Claire avait dit oui sans réfléchir, emportée par cette attention qui lui faisait tellement de bien après des mois de solitude et d'invisibilité. Le café s'était transformé en dîner, le dîner en nuit chez lui, et pendant 3 semaines Claire avait cru qu'elle refaisait sa vie. Jérôme l'emmenait dans des restaurants qu'elle ne pouvait pas se payer, il lui disait qu'elle était belle, désirable, et elle s'accrochait à ces mots comme une noyée à une bouée. Elle couchait avec lui dès le 2e soir parce qu'elle avait besoin de se sentir vivante, de sentir des mains sur sa peau qui ne soient pas les siennes, de croire qu'elle pouvait encore plaire à quelqu'un. Puis il a disparu. Du jour au lendemain, plus de messages, plus d'appels, juste le silence. Claire a mis 2 jours à comprendre en voyant son compte bancaire. 600 € retirés en liquide, sa carte bleue qu'elle avait laissée sur la table de nuit chez lui un soir où elle était trop fatiguée pour réfléchir. Elle a appelé la banque, déposé plainte au commissariat où un flic blasé a pris sa déposition sans lever les yeux de son ordinateur. « On va voir ce qu'on peut faire, madame. » Ils n'ont rien fait. 3 semaines plus tard, elle a reçu un courrier lui disant que l'enquête était classée sans suite, insuffisance de preuves. Et Claire est restée assise dans son studio, avec ce papier à la main, en se demandant comment elle avait pu être aussi conne, aussi naïve, aussi désespérée. Nadia l'a trouvée en larmes dans les vestiaires avant le shift, et elle s'est assise à côté d'elle sans rien dire, juste une main sur son épaule. C'est pas ta faute. T'étais seule depuis trop longtemps, tu cherchais juste à te sentir vivante. Claire a secoué la tête. J'aurais dû voir venir. J'ai 42 ans, bon sang, pas 20. Et alors ? Nadia a allumé une cigarette malgré l'interdiction. Ma mère s'est fait avoir à 58 ans par un mec sur Internet qui lui a piqué 15 000 €. La solitude, ça rend pas plus intelligente avec l'âge, ça rend juste plus vulnérable. Claire a essuyé ses yeux et elle a regardé ses mains abîmées par le travail, ses ongles cassés, sa peau sèche. Elle ne savait plus qui elle était, cette femme qui dormait avec des inconnus et se faisait voler comme une débutante. Elle avait été brillante autrefois, diplômée de l'ESCP, 3 offres d'emploi sur la table à 24 ans, et maintenant elle n'était plus qu'une caissière de nuit qui se faisait arnaquer par le premier type qui lui souriait. Le soir même, elle s'est arrêtée devant une affiche dans le métro, cours du soir en comptabilité et gestion, reprise d'études pour adultes, inscription ouverte. Elle a pris une photo avec son téléphone, et pendant tout le trajet jusqu'à chez elle, elle a fixé cette image en se demandant si elle avait encore la force de retourner sur les bancs d'école. Si son cerveau fatigué pouvait encore apprendre quelque chose après toutes ces années de vide. Elle s'est inscrite le lendemain, a payé les 250 € de frais avec l'argent qu'elle gardait pour les urgences, et quand elle a reçu la confirmation par mail, elle a senti quelque chose se redresser en elle. Pas de la joie, pas encore, juste une petite flamme têtue qui refusait de s'éteindre. Le premier soir de cours, elle est arrivée avec 20 minutes d'avance, s'est assise au fond de la salle et a ouvert son cahier neuf avec des mains qui tremblaient. 18 ans qu'elle n'avait pas étudié, 18 ans qu'elle avait rangé ses diplômes dans un tiroir pour devenir l'épouse parfaite de Mathieu. Le professeur est entré, la quarantaine, regard fatigué mais bienveillant, et quand il a commencé à parler de bilan comptable et d'actifs, Claire a senti son cerveau se réveiller, comme après un long sommeil. Elle avait fait une erreur monumentale avec Jérôme. Elle s'était perdue dans la solitude et le désespoir. Mais elle était là maintenant, un stylo à la main et l'envie de se reconstruire qui brûlait plus fort que la honte. Le professeur s'appelait Alexandre Moreau, et il avait cette manière de parler des bilans comptables comme s'il racontait une histoire, pas ennuyeuse et technique, mais vivante, presque passionnante. Claire prenait des notes avec une concentration féroce, comme si sa vie en dépendait. Et peut-être que c'était le cas, finalement. Après le 3e cours, il l'a retenue alors que les autres étudiants sortèrent déjà dans le couloir. « Claire, c'est ça? Vous avez 1 minute ?» Elle a senti son estomac se nouer, cette vieille peur d'avoir fait quelque chose de mal. Mais Alexandre souriait. « Vos réponses en classe sont excellentes. Vous avez déjà travaillé dans la comptabilité? » « Il y a longtemps, » a-t-elle dit en serrant son cahier contre sa poitrine. « J'ai un diplôme de l'ESCP, mais je n'ai jamais vraiment exercé. » Alexandre a hoché la tête sans poser plus de questions, sans demander pourquoi une femme avec un tel diplôme se retrouvait à reprendre des cours du soir à 42 ans, et Claire lui en a été reconnaissante. Les semaines ont passé, et Alexandre a pris l'habitude de lui offrir un café après les cours, dans le distributeur du couloir qui crachait un liquide tiède et amer. Il parlait de comptabilité au début, puis de livres, de musique, de tout et de rien,
et Claire découvrait qu'elle pouvait encore avoir des conversations normales avec quelqu'un qui ne la regardait pas comme une femme brisée. Un soir de février, alors qu'ils étaient assis sur le muret devant l'école avec leurs gobelets en plastique, Alexandre a dit quelque chose qui a fait tomber le masque qu'il portait lui aussi. « Ma femme m'a quitté il y a 3 ans. Elle a pris les enfants, la maison, tout. J'ai fait une dépression qui m'a cloué au lit pendant 6 mois. » Il fixait son café sans la regarder. « Je comprends ce que c'est de devoir tout recommencer. » Claire a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine, et elle a parlé pour la première fois de Mathieu, de Geneviève, des 3 millions d'euros et de la porte qui avait claqué. Elle a parlé de Jérôme aussi, de sa stupidité, de sa solitude qui l'avait rendu vulnérable. Alexandre écoutait sans l'interrompre, et quand elle a fini, il a juste dit « Merci de me faire confiance ». Et Claire a réalisé que c'était exactement ça, de la confiance, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ils sont devenus amis, juste amis pendant des mois, et Claire appréciait cette absence de pression, cette simplicité de pouvoir parler avec quelqu'un qui ne voulait rien d'elle sauf sa compagnie. Alexandre lui parlait de ses enfants, 2 ados qu'il voyait un week-end sur 2, de son divorce qu'il avait détruit mais aussi libéré d'un mariage mort depuis longtemps. En mai, après l'examen de fin d'année que Claire avait réussi avec mention, Alexandre l'a invitée à dîner dans un vrai restaurant, pas le café du distributeur mais une vraie table avec une nappe blanche. Claire a hésité. Elle avait peur de gâcher cette amitié précieuse en y ajoutant autre chose, mais elle a dit oui parce qu'elle voyait dans ses yeux qu'il avait aussi peur qu'elle. Le dîner a été maladroit et touchant à la fois, 2 écorchés vifs qui essayèrent de croire qu'ils pouvaient encore aimer sans se détruire. Alexandre lui a pris la main au-dessus de la table et Claire n'a pas retiré la sienne. « J'aimerais qu'on essaie, Claire. Doucement, sans pression. Je ne veux pas te sauver et tu n'as pas à me sauver. Juste, être ensemble. » Claire a senti les larmes lui monter aux yeux et elle a serré sa main en retour. « J'ai peur, Alexandre. J'ai tellement peur de refaire une erreur. » Il a souri tristement. « Moi aussi. Mais on peut avoir peur ensemble, non ?» Ils se sont embrassés sous la pluie en sortant du restaurant, un baiser doux et prudent, et Claire a senti quelque chose se réchauffer en elle, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. Ce n'était pas la passion dévorante des films, c'était mieux que ça, c'était la tendresse de 2 personnes qui savaient ce que perdre voulait dire et qui choisissaient quand même d'essayer. Alexandre l'a raccompagné jusqu'à son studio et il est reparti sans monter, juste un dernier baiser sur le palier et la promesse de se revoir le lendemain. Claire est entrée chez elle et elle s'est regardée dans le miroir, cette femme aux cheveux grisonnants et aux rides nouvelles, et elle a souri pour la première fois depuis des mois avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 4 mois avec Alexandre et Claire avaient presque oublié ce que c'était que d'avoir peur de rentrer chez elle. Ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine, dîner simple chez l'un ou chez l'autre, promenade le dimanche, conversation qui durait jusqu'à tard dans la nuit. C'était doux et prudent, 2 personnes qui marchaient sur des œufs en sachant que tout pouvait se briser à nouveau. Puis Léa, la fille d'Alexandre, 16 ans, a avalé une plaquette de somnifères un mardi soir. Elle a survécu, estomac lavé aux urgences, suivi psychiatrique immédiat, mais quelque chose s'est cassé en Alexandre ce soir-là, et Claire l'a vu s'éteindre comme une bougie qu'on souffle. Il a arrêté de répondre aux messages, annulé leur rendez-vous, et quand Claire a débarqué chez lui sans prévenir, elle l'a trouvé dans le noir, barbe de 3 jours, appartement sans dessus-dessous. « Va-t'en, Claire, j'ai besoin d'être seule. » Elle a essayé de l'approcher, de poser une main sur son épaule, mais il s'est dégagé violemment. « Tu comprends rien, t'as jamais eu d'enfant, tu peux pas savoir ce que c'est. » Les mots l'ont frappée comme une gifle, et Claire est restée figée au milieu du salon. C'était vrai, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait avalé la pilule pendant 18 ans parce que Mathieu n'en voulait pas, et qu'elle avait dit oui comme elle disait toujours oui. Alexandre la regardait avec des yeux vides, et elle a vu qu'il ne la voyait même plus, qu'il était ailleurs, enfermé dans sa propre douleur. « D'accord, » a-t-elle dit doucement. « Je pars. Mais si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. » Il n'a pas répondu, et Claire est sortie avec la certitude qu'elle venait de perdre quelque chose de précieux. Les semaines ont passé sans nouvelles, et Claire a senti le vide se rouvrir en elle, cette solitude qu'elle croyait avoir apprivoisée. Elle allait au travail, suivait ses cours, rentrait dans son studio, et tout lui semblait gris et lourd. Elle s'est surprise à attendre un message qui ne venait pas, à sursauter chaque fois que son téléphone vibrait.
Nadia l'a trouvée en pleurs dans les vestiaires un soir, et elle s'est assise à côté d'elle sans rien dire. « Il est parti », a fini par lâcher Claire. « Et je sais même pas si c'est définitif ou pas, je sais rien, je suis juste là à attendre comme une conne. » Nadia a allumé une cigarette. « T'attendais qu'il te sauve, hein? Et lui aussi, il attendait que tu le sauves. » Claire a relevé la tête brusquement. « C'est pas vrai, on était juste. » Mais Nadia l'a coupé. Deux personnes brisées qui pensaient que l'amour allait réparer les morceaux. Ça marche jamais comme ça. Les mots ont résonné longtemps après que Claire soit rentrée chez elle. Elle s'est assise par terre, dos contre le radiateur, et elle a réalisé que Nadia avait raison. Elle cherchait quelqu'un pour combler le vide, pour prouver qu'elle valait encore quelque chose, et Alexandre cherchait la même chose. Aucun d'eux n'était assez entier pour porter l'autre. Elle a pleuré cette nuit-là, pas seulement pour Alexandre, mais pour elle-même, pour cette femme qui continuait à chercher sa valeur dans le regard des hommes au lieu de la trouver en elle. Le lendemain, elle s'est réveillée avec une décision froide et claire. Elle allait terminer sa formation, elle allait chercher un meilleur travail, elle allait se reconstruire seule, vraiment seule, sans béquille et sans bouée. 3 semaines plus tard, elle a reçu son diplôme de comptabilité avec mention bien. Alexandre n'était pas là. Il avait démissionné de son poste de professeur pour s'occuper de Léa à plein temps. Claire a serré le diplôme dans ses mains en se souvenant de la jeune femme de l'ESCP qui avait tout un avenir devant elle. Et elle s'est dit que peut-être il n'était pas trop tard, peut-être qu'elle pouvait encore devenir quelqu'un. Elle a postulé pour un poste d'assistante comptable dans une PME, elle a déménagé dans un vrai studio avec des fenêtres qui donnaient sur un parc, elle a arrêté Auchan et elle a commencé à dormir la nuit comme les gens normaux. Elle voyait Nadia le dimanche pour un café, et elles riaient ensemble de tout et de rien. Un soir de septembre, en rentrant du travail, Claire s'est arrêtée devant une vitrine et elle a regardé son reflet. 43 ans, cheveux gris qu'elle n'essayait plus de cacher, rides au coin des yeux, mais quelque chose de différent dans le regard, quelque chose de solide. Elle se tenait droite. Elle était seule, mais elle était debout. L'appel est arrivé un mardi matin, numéro inconnu que Claire a failli ne pas décrocher. La voix de Mathieu était cassée, presque méconnaissable. Maman a fait un AVC massif. Elle est à l'hôpital Lariboisière. Elle te réclame. Claire est restée silencieuse si longtemps que Mathieu a cru qu'elle avait raccroché. S'il te plaît, Claire, viens. Elle aurait pu dire non, raccrocher, effacer ce numéro et continuer sa vie comme si Geneviève n'avait jamais existé. Mais quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'elle devait y aller, pas pour eux mais pour elle, pour fermer une porte qu'elle avait laissée entr'ouverte. L'hôpital sentait le désinfectant et la maladie. Claire a marché dans les couloirs blancs avec son cœur qui battait trop fort et elle s'est arrêtée devant la chambre 304, la main sur la poignée. Elle a respiré profondément et elle est entrée. Geneviève était allongée dans le lit, le côté gauche du visage affaissé, un bras inerte le long du corps. Elle avait rétréci, cette femme qui se tenait toujours si droite avec son tailleur beige et son regard méprisant. Mathieu était assis sur une chaise, les yeux rouges, et il s'est levé en voyant Claire. « Merci d'être venue. » Elle ne l'a pas regardé. Elle a juste avancé vers le lit. Geneviève a tourné la tête avec difficulté, et leurs regards se sont croisés. Claire a vu quelque chose passer dans ses yeux, peut-être de la peur, ou peut-être juste de la surprise, et elle a tiré la chaise plus près du lit. Mathieu a fait mine de rester, mais Claire a dit doucement « Laisse-nous », et il est sorti sans protester. Le silence dans la chambre était lourd comme du plomb. Claire a regardé cette femme qui l'avait détruite pendant 18 ans avec ses remarques acides sur la cuisine trop salée, les vêtements pas assez chics, la maison jamais assez bien tenue. Cette femme qui hochait la tête avec satisfaction pendant que son fils la chassait de chez elle en la traitant de vieille. « Vous ne pouvez plus parler, n'est-ce pas ?» a dit Claire, et sa voix était calme, presque douce. Geneviève a cligné des yeux une fois, c'était oui. « Bien, alors vous allez m'écouter pour une fois. » Claire s'est penchée légèrement en avant et elle a posé ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Vous avez passé 18 ans à me détruire. 18 ans à me dire que je n'étais pas assez bien pour votre fils, que je cuisinais mal, que je m'habillais mal, que je ne savais pas tenir une maison. Vous m'avez isolée de mes amis parce qu'elle n'était pas assez bien pour votre famille. Vous m'avez regardé abandonner ma carrière, ranger mon diplôme dans un tiroir, devenir une ombre de moi-même, et vous étiez contente. » Les yeux de Geneviève se sont remplis de larmes, mais Claire a continué.
Les mots sortaient maintenant comme un fleuve qu'on ne peut plus arrêter. Quand Mathieu m'a jeté, vous étiez là derrière lui avec votre sourire de victoire. Vous avez gagné, non? Vous m'avez enlevé votre fils. Vous m'avez volé ma vie. Claire s'est tue, et elle a senti les larmes couler sur ses joues, mais elle ne les a pas essuyées. J'ai dormi dans ma voiture. J'ai eu tellement faim que je mangeais dans les poubelles derrière Lidl. J'ai pensé me jeter par la fenêtre de mon studio parce que je ne voyais plus aucune raison de continuer. Geneviève pleurait maintenant. Les larmes coulaient sur son visage paralysé et elle ne pouvait même pas lever la main pour les essuyer. Claire a pris une longue inspiration et quand elle a reparlé, sa voix était différente, plus légère. Mais je suis toujours là. J'ai un travail que j'aime, un diplôme que j'ai gagné seul, un appartement qui est à moi. Je me suis reconstruite morceau par morceau et personne ne pourra plus jamais me détruire comme ça. Elle s'est levée et elle a regardé Geneviève une dernière fois. Je vous pardonne, pas parce que vous le méritez, mais parce que je refuse de porter votre haine plus longtemps. Je refuse de laisser ce que vous m'avez fait définir le reste de ma vie. Elle a posé sa main sur celle de Geneviève, ce contact froid et inerte, et elle a murmuré « Au revoir ». Geneviève sanglotait en silence, le corps secoué de spasmes, et Claire est sortie de la chambre sans se retourner. Dans le couloir, Mathieu attendait, affalé contre le mur. « Claire, je… » Elle l'a regardé avec douceur, presque de la pitié. « Je te souhaite d'être heureux, Mathieu. Vraiment. Mais sans moi. » Siki, elle a marché dans les couloirs de l'hôpital, passé les portes automatiques, et dehors le soleil brillait sur Paris. Claire a levé son visage vers la lumière, et elle a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un poids qu'elle portait depuis tellement longtemps qu'elle avait oublié comment c'était de respirer sans lui. Elle était libre, vraiment libre. 2 ans, 3 mois et 17 jours. Claire comptait encore parfois, pas par nostalgie mais par émerveillement devant le chemin parcouru depuis cette porte qui avait claqué rue de Rennes. Elle était assise à la terrasse du café en face de son bureau, un vrai bureau avec son nom sur la plaque de cuivre, Claire Fontaine Conseil, spécialisée en comptabilité pour TPE et PME en difficulté. 3 employés, une dizaine de clients réguliers, un chiffre d'affaires modeste mais stable. Rien de spectaculaire, juste une vie qu'elle avait construite pierre par pierre avec ses mains écorchées. Le café fumait dans sa tasse, et Claire regardait les passants sur le boulevard en pensant à la femme qui dormait dans une Clio derrière un Lidl, celle qui mangeait des pâtes froides debout devant un évier rouillé, celle qui avait frôlé le vide dans un moment de désespoir absolu. Elle existait encore quelque part en elle, cette femme brisée, mais elle ne la définissait plus. « Claire ?» Elle a levé les yeux et son cœur a fait un bond dans sa poitrine. Alexandre se tenait devant sa table, plus gris aux tempes, des rides nouvelles autour des yeux, mais ce même regard doux qu'elle avait aimé. « Je peux m'asseoir ?» Claire a hoché la tête, et il s'est installé en face d'elle avec maladresse, comme s'ils étaient 2 inconnus qui se rencontraient pour la première fois. « J'ai vu ton bureau en passant. Ta plaque. Je suis content pour toi. » Sa voix tremblait légèrement, et Claire a senti quelque chose se serrer dans sa gorge. « Comment va Léa ?» a-t-elle demandé parce que c'était la seule question qui comptait vraiment. Alexandre a souri, un vrai sourire qui a illuminé son visage fatigué. Elle va bien, vraiment bien. Bac avec mention, elle commence des études d'infirmière en septembre. Elle dit qu'elle veut aider les gens comme elle. Ses yeux se sont embués. Ça a été long, Claire. Tellement long. Mais elle est là, elle est vivante. Elle sourit à nouveau. Claire a tendu la main par-dessus la table et elle a effleuré la sienne. Je suis heureuse pour toi. Pour elle. Et c'était vrai. Une joie pure sans amertume ni regret. Ils ont parlé pendant 1 heure, de leur vie qui s'était reconstruite séparément, de leurs erreurs et de leurs victoires minuscules. Alexandre avait repris l'enseignement, des cours du soir dans une autre école, et il parlait de ses élèves avec cette passion qu'elle reconnaissait. Claire lui a raconté son premier client sauvé de la faillite, cette boulangerie de quartier qui tournait maintenant à plein régime grâce à ses conseils. « On était trop cassés à l'époque », a dit Alexandre en finissant son café, et Claire a vu dans ses yeux qu'il avait compris ce qu'elle avait mis des mois à comprendre elle-même, qu'ils s'étaient accrochés l'un à l'autre comme 2 noyés qui s'entraînent mutuellement vers le fond au lieu de nager chacun vers la surface. Tous les 2, on cherchait quelqu'un pour porter nos morceaux au lieu de les recoller nous-mêmes. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé en le regardant vraiment, cet homme qui avait été doux avec elle quand elle avait tellement besoin de douceur.
cet homme qu'elle avait aimé avec la mauvaise partie d'elle-même, celle qui cherchait à être sauvée plutôt qu'à se sauver. Alexandre a souri avec une timidité qui lui a rappelé leur premier café tiède dans le couloir de l'école, et il a tendu la main vers la sienne sans la toucher tout à fait, juste ses doigts qui effleuraient les siens. Maintenant, je crois qu'on pourrait essayer à nouveau. Pas comme avant. Pas 2 personnes brisées qui se cherchent une bouée, mais 2 personnes qui ont appris à nager toutes seules et qui choisissent de nager côte à côte. Claire a senti les larmes lui monter aux yeux, et elle a entrelacé ses doigts aux siens. Ce contact léger et chaud qui ne demandait rien, qui n'exigeait rien, qui offrait juste la possibilité de quelque chose de nouveau et de sain. « Doucement alors !» a-t-elle murmuré, et Alexandre a hoché la tête. « Très doucement. On a tout le temps maintenant. » Le lundi suivant, une femme est entrée dans son bureau, la quarantaine, main qui tremblait en tenant son sac contre elle comme un bouclier, regard perdu qui cherchait quelque chose à quoi s'accrocher. « Je ne sais pas si je peux me payer vos services, madame, mais on m'a dit que vous aidiez les femmes comme moi. » Claire a reconnu ce regard immédiatement. Elle l'avait porté elle-même il n'y avait pas si longtemps. Ce mélange de honte et d'espoir désespéré qui fait qu'on frappe à des portes inconnues en priant pour qu'elles s'ouvrent. « Asseyez-vous, » a-t-elle dit en désignant la chaise en face de son bureau, et elle a vu les épaules de la femme s'affaisser légèrement de soulagement. « Le premier rendez-vous est toujours gratuit, et on verra ensemble comment vous pouvez vous en sortir, étape par étape. » La femme a éclaté en sanglots, et Claire lui a tendu la boîte de mouchoirs qu'elle gardait maintenant toujours sur son bureau, parce qu'elle savait que les larmes faisaient partie du processus de reconstruction, qu'il fallait pleurer avant de pouvoir se relever. En regardant cette femme qui pleurait devant elle, Claire a pensé à Rachida devant le Lidl avec son café tiède et son croissant de la veille, à cette main tendue qui avait changé le cours de sa vie quand elle n'avait plus rien, et elle s'est dit que c'était peut-être ça finalement le vrai sens de tout ce qu'elle avait traversé. Pouvoir tendre la main à son tour, transformer sa douleur en quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Plus tard ce soir-là, Claire est rentrée dans son appartement, un T2 lumineux qu'elle avait acheté 6 mois plus tôt avec un crédit sur 20 ans, et elle a posé son sac sur la console de l'entrée en regardant autour d'elle avec cet émerveillement intact de celle qui avait touché le fond et qui était remontée centimètre par centimètre. Son téléphone a vibré, un message de Lucie. « Café dimanche ? J'amène les enfants. » Et elle a souri en répondant « Oui », heureuse de savoir qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait reconstruit ce réseau de tendresse avec Nadia, Lucie, Alexandre peut-être qui marcherait à côté d'elle sans la porter ni se faire porter. Elle a ouvert la fenêtre, et l'air du soir est entré avec l'odeur des tilleuls du parc, ce parfum sucré de juin qui lui rappelait que le monde continuait d'offrir ses petites beautés, même aux jours les plus sombres. Quelque part dans Paris, Mathieu vivait sa vie diminuée, et Geneviève se remettait lentement dans une maison de repos, et Claire ne leur souhaitait ni bien ni mal, juste cette indifférence paisible qu'on a pour des pages tournées qui n'ont plus de prise sur le présent. Elle s'est arrêtée devant le miroir, et elle a regardé cette femme de 44 ans, avec ses cheveux gris qu'elle ne cachait plus, ses rides qui racontaient les larmes et les sourires, ses mains qui portaient encore les traces du travail difficile dans les petites cicatrices sur ses doigts. Elle n'était plus la jeune femme brillante de l'ESCP, avec un avenir tout tracé. Elle était devenue quelque chose de différent, quelque chose qui valait peut-être davantage parce que c'était gagné et non donné, forgé dans la persévérance plutôt qu'offert sur un plateau. Claire a fermé les yeux, et elle a respiré l'air doux de la nuit en écoutant les bruits de la ville qui montaient jusqu'à elle. Et elle s'est dit que c'était ça finalement le vrai bonheur. Pas l'absence de cicatrices, mais la capacité de les porter avec légèreté. Pas la perfection, mais la paix. Pas l'effacement du passé, mais la certitude que l'avenir appartenait à celle qu'elle était devenue, et non à celle qu'on avait voulu qu'elle soit. Elle a souri dans le silence de son appartement, en pensant à la femme qui viendrait la voir demain, et à celle d'après, et à toutes celles qui frapperaient à sa porte en cherchant cette main tendue qu'elle était maintenant capable d'offrir. Et elle a compris que c'était là sa vraie victoire, pas la revanche ou l'argent ou même l'amour, mais cette capacité retrouvée de se tenir debout et d'aider les autres à faire de même. L'histoire de Claire s'arrête ici. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certains moments de son parcours. Peut-être pas. Chaque vie a ses propres cassures et ses propres manières de se recoller, et il n'existe pas de mode d'emploi universel pour survivre aux tempêtes. Ce que je retiens de Claire, c'est qu'elle n'est pas devenue une héroïne. Elle a juste continué à mettre un pied devant l'autre quand tout lui disait de s'arrêter. Certains jours, elle y croyait,
d'autres non. Mais elle a continué quand même. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais savoir pourquoi. Vos mots en commentaire m'intéressent vraiment. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.